La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, mise à jour des dossiers avec le préfet de la MRC Rocher-Percé. C'est certain que parfois, une coupe à blanc, ça peut choquer, mais ça fait partie vraiment du processus de la sylviculture. Chandelaire, des dossiers qui avancent. Il va y avoir une virée sur le quai, un stationnement tout près. Donc, tout plein de choses là, qui vont permettre aux gens d'être près du quai pour pouvoir aller au quai, puis aller pêcher, puis aller avoir des activités là, extérieures au quai de Chandler. Politique Trump-Musk. Percé se joint à la mobilisation. Ça s'imposait. Je pense qu'il fallait qu'on réagisse et puis qu'on se rassemble pour nos filles, pour nos enfants. C'était important que quelque chose se passe. Écho du Conseil. Un projet de règlement pour diminuer la période de 3 ans à 2 ans avant d'être affiché pour taxes impayées. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Quand la MRC du Rocher-Percé a récemment refusé d'appuyer la demande de la ville de Chandler, Oui. pour un moratoire, on pourrait commencer avec celle-ci, si ça va, sur les coupes forestières autour de la rivière de Petit Pabot, si je ne me trompe pas, Ouais. pour privilégier justement un aménagement durable du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la MRC a fait ce choix, puis comment est-ce que vous envisagez de concilier protection d'environnement, mais aussi les retombées économiques de la foresterie? Parfait, oui, pas de problème. Dans le fond, nous, on a pris cette décision-là suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions qu'on a eues avec les membres du conseil. C'est vrai qu'au niveau de la MRC, nous, ce qu'on veut faire, c'est un aménagement de notre territoire qui est durable et qui est quand même réfléchi. Donc, on doit vraiment faire un jumelage, vraiment le fait de pouvoir jongler avec 3 sphères. Donc, il y a la sphère de l'environnement, la sphère sociale, la sphère économique. Donc, on doit vraiment prendre tous ces éléments-là puis trouver la meilleure solution possible là, pour pouvoir s'assurer qu'on puisse faire un développement durable de notre territoire. C'est certain que nous, lorsqu'on a été approché concernant la demande de moratoire, c'est suite à la demande qu'on avait appuyée d'air protégé sur cette zone-là. C'est certain que nous, on n'avait jamais entendu parler de ces enjeux-là par rapport à la rivière Petit-Pabot. Donc, on a fait nos devoirs, on s'est assis avec les foresteries, on s'est assis avec le groupement forestier, avec le ministère aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Moi, j'étais quand même très rassuré. Je peux vous dire que notre rivière Petit-Pabot est bien protégée. En moyenne, c'est 421 mètres de protection autour d'elle. Donc, juste pour dire qu'il n'y a pas de coupe 421 mètres en moyenne autour de la rivière. Et aussi, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau de l'Atlas de l'eau, c'est une des plus belles eaux de la Gaspésie. Elle est cotée à 94%. Donc, elle a la cote bonne. Donc, moi, j'ai été très, très rassuré avec les démarches qu'on a fait à ce niveau-là. Euh, Vous voulez dire que le fait de faire une exploitation à cet endroit pourrait nuire à la qualité de l'eau aussi de la rivière? Effectivement, mais là, actuellement, avec de la façon que l'industrie forestière se passe, la qualité de l'eau n'est pas impactée. Donc, le saumon n'est pas impacté non plus. C'est certain que parfois, une coupe à blanc, ça peut choquer, mais ça fait partie vraiment du processus de la sylviculture. Donc, il y a une coupe à blanc, il y a on replante à nouveau, il y a du,
dégageage qui est fait par la suite aussi. Donc, c'est vraiment comme un processus qui est fait pour assurer une certaine pérennité de notre ressource. Puis, c'est quand même plusieurs facteurs, là, tant au niveau social et économique qu'il fallait prendre en compte, là. OK. Et lors de la dernière séance du Conseil, vous avez dénoncé aussi avec les autres maires la suspension du programme d'adaptation de domicile, je crois, qui Oui. soutenait les personnes aînées en situation de handicap pour adapter leur logement. Pourquoi est-ce que c'est important pour la MRC de prendre cette position publique, mais aussi quels seraient, selon vous, les impacts concrets de cette coupure pour les citoyens vulnérables de la région? En fait, c'est un programme qui est super important pour les personnes vulnérables de notre région. Ce qu'on désire, nous, c'est que les personnes puissent vraiment continuer d'habiter dans leur domicile. Si, ben, en fait, si c'est leur souhait. C'est sûr que l'important, c'est qu'ils puissent avoir accès à un domicile qui est adapté à leurs besoins actuels. Donc, s'ils ont besoin d'appui dans le bain, par exemple, s'ils ont besoin d'une rampe pour pouvoir rentrer dans leur maison, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est sûr que nous, on a dénoncé la fin temporaire de ce programme-là. C'est sûr que j'ai eu une réponse de la part de la ministre au niveau de l'habitation qui, elle, m'a vraiment spécifié le fait qu'ils ont mis cette enveloppe-là sur pause par manque de budget. C'est sûr que c'est souvent la réponse qu'on reçoit pour tout, là, mais je trouve ça quand même questionnable et je trouve ça triste pour les personnes qui ont besoin de ces argents-là pour pouvoir continuer à vivre dans un milieu décent qui est adapté à leurs besoins. Donc, moi, je pense que le programme devrait être mis sur pied le plus rapidement possible parce que c'est quelque chose qui est essentiel puis qui est très pertinent pour la population. Et par ailleurs, je sais qu'il y a la régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie dont vous présidez, il me semble. Ils viennent de lancer un programme de subvention quand même qui est assez intéressant pour encourager les gens à faire des achats locaux écologiques, en tout cas. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus? Oui, effectivement. Donc, c'est une action qui est inscrite dans notre plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un plan qu'on a mis en place en 2022 qui s'échelonne jusqu'en 2029. Donc, c'est un programme qu'on a décidé de mettre en place suite à la vente des actifs de Actibec. Donc, c'est des sommes qui nous ont été remis au niveau de la régie. Donc, c'est de l'argent qu'on a décidé de remettre dans l'aspect plus écologique. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir diminuer tout ce qui est déchets, tout ce qui est vraiment usage unique, là. Donc, c'est un programme qui a été mis en place, c'est 50 000 qui a été mis en place par la régie, 25 000 pour la MRC Rocher-Percé, 25 000 pour la ville de Gaspé. Donc, tout le programme est détaillé et disponible sur le site web de la régie. Donc, c'est un 250 qui est disponible par adresse. C'est vraiment dans l'objectif de pouvoir réduire directement à la source parce qu'on sait que la gestion des matières résiduelles, c'est quand même un enjeu majeur, quelque chose qui coûte quand même assez cher. Donc, chaque petite action qu'on peut faire pour bien gérer cette matière-là, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour notre territoire. Est-ce que d'ailleurs, avec ce qui se passe en ce moment avec nos voisins du Sud, je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions autour de ça, même s'il y a encore les tarifs sont pas encore complètement appliqués, tout ça. Comment est-ce que la MRC a réagi ou réagit-elle pour justement, on parle d'investissement peut-être d'Ottawa dans la région ou pour pouvoir pallier et diversifier l'économie locale. J'imagine que le but, ça serait peut-être de rester le plus local possible ou autre. Effectivement, nous, dans le fond, de notre côté, certains qu'on regarde ça quand même avec un très bon œil. Notre équipe est toujours en place et prête à pouvoir intervenir. Certains que là, actuellement, c'est toujours dans un environnement un peu plus nébuleux. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer encore. Il y a des tarifs qui sont mis, d'autres tarifs qui sont enlevés, d'autres tarifs qui sont ajoutés, qui sont modifiés. Donc, on est toujours prêt pour pouvoir accompagner nos entreprises dans le besoin. C'est sûr qu'on a des programmes ici qui sont quand même là, qui sont disponibles aussi. S'il y a des gens qui ont des questions, des craintes, notre équipe va être là pour pouvoir leur, euh, leur répondre avec plaisir. C'est certain qu'il faut qu'on garde un œil là-dessus. Puis dès qu'il y a des programmes qui vont venir dans notre région, on va répondre présent. Lorsqu'on
La même situation s'était produite avec la COVID-19, parce qu'il y avait eu des aides financières qui avaient été mises de l'avant. Donc, il y a eu comme une annonce le 27 décembre, puis notre équipe, le 2 janvier, était déjà en place pour pouvoir faire certains appels avec les entreprises du milieu pour savoir quel était l'ensemble de leurs besoins et leur offrir cette possibilité-là. Donc, sachez que s'il y a des argents qui tombent du fédéral vers notre région, on va pouvoir communiquer avec les entreprises qui sont concernées. Est-ce que ça avait un lien? Je sais que là, l'année passée, il y avait eu un appel à projet de projets touristiques, je crois, et le logement de 600 000 dollars, si je me trompe pas, pour Effectivement, soutenir le donc, tourisme de plein air à l'année. oui, enfin, nous, ça fait vraiment partie de notre planification stratégique. On veut devenir une région touristique, ben, récréo-touristique ouverte 4 saisons. Donc, on veut faire vivre aussi la saison davantage hivernale, automne, printemps. Donc, c'est certain qu'on a mis de l'avant 3 appels à projet depuis 2022. Donc, 2022-2023, appel à projet pour le tourisme hivernal. 2024, appel à projet pour tout ce qui est plein air. Donc, on a ouvert ça aussi là, pour l'été pour 2024. Donc, c'est vraiment des projets qui sont destinés aux OBNL de notre territoire. Par exemple, on parle aux associations de VTT, de motoneige pour les relais, pour s'assurer que tout est en place pour que les touristes et nos concitoyens puissent faire de la motoneige en toute sécurité, qu'ils aient accès aussi à certaines activités, donc à des refuges de bonne qualité. Puis aussi tout ce qui est en lien avec les aspects touristiques, là, tout ce qui est camp de jour, tout ce qui est activité, tout ce qui est développement à ce niveau-là, c'était admissible là, pour cet appel à projet-là. Peut-être te parler un peu de logement. Oui, bien sûr, oui. C'est sûr que là, actuellement, on le sait, moi, depuis 2021, c'est un enjeu quand même assez majeur de mon côté, que je travaille beaucoup là-dessus, plusieurs démarches avec le ministère des Affaires municipales pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce besoin-là qui est quand même assez majeur. Donc, il y a eu 2 appels à projets qu'on a lancés dans la dernière année. Donc, il devrait y avoir 72 portes dans un projet qu'on a mis en place qui va voir le jour sur notre territoire. Donc, c'est des aides financières qui sont remises à des entreprises qui veulent construire du logement neuf. Donc, ça va voir le jour sur l'ensemble du territoire. Et j'ai aussi un appel à projet qui est en continu. Donc là, c'est un appel à tous que je lance. Si monsieur, madame, tout le monde a une grande maison, parfois, on est seul dans une grande maison, nos enfants ont quitté pour le cégep, l'université, puis on veut faire un appartement dans notre sous-sol, par exemple. Donc, il y a des aides financières qui sont disponibles ici. C'est un 10 000 par porte, 50% maximum du projet qui peut être octroyé à des particuliers qui veulent vraiment modifier leur domicile. Donc, c'est des gens qui sont à l'écoute, qui ont un désir de pouvoir avoir un revenu supplémentaire et participer aussi à travailler sur la crise du logement. Donc, notre équipe est ici, puis ils peuvent répondre à l'ensemble de leurs questions là, pour ce programme-là également. Mais pour terminer, je me disais, je sais que ce soir, là, on est le 12 mars, vous allez avoir votre séance du conseil. Tu me disais tout à l'heure que vous allez faire une annonce peut-être pour les jeunes, c'est bien ça? Effectivement, donc cette année, j'ai lancé un budget participatif jeunesse. Donc, il y en a eu un quelques années passées, issu du programme J'écoute la jeunesse. Donc, c'est un budget qui avait quand même été très apprécié à ce moment-là. Moi, j'ai le goût de le refaire cette année. J'ai eu la chance, moi, de m'impliquer auprès des jeunes dans les 3 dernières années. Je fais de l'impro avec les jeunes à l'école polyvalente de Grande-Rivière. Je participe à secondaire en spectacle à la polyvalente de Chandler. Je fais aussi le concours d'art oratoire Espace René Lévesque avec la polyvalente de Chandler aussi. Et j'entends des jeunes qui ont des idées, des belles idées. Puis je pense que le rapprochement entre les jeunes et le monde municipal est quelque chose qu'on doit continuer de travailler et de construire. Donc, c'est l'opportunité que je vais leur offrir. Donc, c'est un budget participatif de 10 000 qui va être à leur disposition. Ça va être un appel à projet. Donc, on va lancer ça là, dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'on puisse mettre en place un beau projet jeunesse. En tout cas, merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. Ça fait plaisir. Puis c'est quoi que ce soit, Marc, n'hésite pas, je suis disponible. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Les Jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Plusieurs dossiers avancent à Chandler, que ce soit pour la promenade du lac Vachon, le chemin du lac Sept-Îles, le réaménagement éventuel du quai de la municipalité, voire la construction éventuelle de la pharmacie de Newport. Autant de sujets que TVRP a abordés avec le maire Gilles Darèche au sortir de la dernière séance publique. Il a aussi été question d'une nouvelle politique de dons. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a 5 nouvelles en rafale. D'abord, oui. Un projet au lac Vachon, on vous écoute. Oui, c'est qu'il y a un projet là, pour les parcs et tout ça, c'est une subvention possible d'aller chercher. Donc, on est allé chercher une subvention de 50 000 et un peu plus qu'on va donner au nom de participation à nous également. Donc, la promenade du lac Vachon est une promenade extrêmement populaire pour la population. Les gens aiment y aller. Donc, on sait que l'année passée ou les années passées, il y a eu du vandalisme beaucoup au lac Vachon. Okay, ouais. Il y avait un poste d'observatoire, on a dû le démolir parce que les gens l'avaient mis en feu à plusieurs reprises et ça devenait dangereux pour les gens qui allaient là. Donc, on a fait ça, mais là, ça va être... on va refaire le parc au lac Vachon. Ça va être des balançoires et des sièges en métal. Donc, il n'y a pas de possibilité d'incendie là. Donc, on va tout refaire ça comme il faut. Il va y avoir de l'éclairage aussi. Ça, ce qui est intéressant, c'est l'éclairage parce que les gens vont pouvoir aller marcher en soirée. On sait que c'est une place qui est beaucoup prisée par la population. Puis, avec l'éclairage, là, ça va permettre aux gens en soirée d'aller marcher. Puis, je pense que les gens vont adorer ce projet-là. Est-ce qu'on a l'échéancier? Ben, ça va être prêt pour l'été. Ah, bon, oui. Parfait. Chemin Sept-Îles, autre projet. Oui, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en avais parlé au début du mandat avec les gens qui habitent dans ce coin-là. On sait que maintenant, il y a beaucoup de résidences là, dans cette route-là. Il y a des petites rues là, qui font partie de rue des Écureuils, ces choses-là. Ça fait toutes des petites rues, mais il y a des beaux... c'est plus des chalets. On parle plus de chalets, on parle de maisons pratiquement. Okay, ouais. Puis les gens vivent à l'année maintenant. Là, c'est plus des chalets d'été, c'est des résidences principales. Donc, il y a beaucoup de gens qui transigent également par cette route-là, chasseurs, les pêcheurs, beaucoup de villégiatures dans ce coin-là, et ceux qui ont des chalets de l'autre côté, qu'on appelle la Pointe à Garceau, et je connais pas beaucoup le bois, mais c'est dans ce coin-là, donc il y a beaucoup de gens qui traversent là, par cette route-là pour se rendre dans leur chalet ou faire des activités là, en forêt. Là. Donc, je pense que si on réussit, là, on est dans des études préliminaires, on a voté à soir un certain montant là, pour les études préliminaires, donc c'est la première étape, puis après, on va aller en appel d'offres, on va aller dans les plans et devis, puis après les appels d'offres, donc on devrait être capable de réaliser ce projet-là là, au début du prochain mandat. Jean Coutu, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle également. Les gens de Newport, comme j'ai dit durant l'Assemblée, ils ont perdu leur caisse populaire. Ils doivent venir à Chandler également ou à Passepébiac pour faire des transactions. Ça commence à être loin pour eux. La population est vieillissante. Les frères Whittam, Michel et Terry ont promis de reconstruire le Jean Coutu Newport, mais il y avait un problème au niveau du débarquement. C'est l'espace, au niveau de l'espace, parce qu'il empiétait sur le terrain du ministère. Donc, nous, on ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas l'accepter tel quel. On a modifié nos affaires pour pour faire en sorte que ce soit correct. Ils vont pouvoir avoir leur permis pour construire. Donc, on espère que la construction va se faire le plus tôt possible. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les gens de Newport là, qui vont avoir leur pharmacie chez eux. Ça va leur permettre d'être prêts là, pour faire leurs transactions là, médicales ou autres. Ça va être chez eux, dans le fond. On n'a pas d'échéancier de construction? Là, non, ça va dépendre des propriétaires. C'est que s'ils construisent, ça va être quand. Là. Mais nous, au niveau de la réglementation de la ville, on est correct. On peut les accueillir pour Newport, on est correct. On sait que c'est un service essentiel ensemble. Essentiel à Newport, et ils ont déjà perdu beaucoup. Ça va leur permettre de récupérer ça. On est très contents pour eux.
aménagement, quai de Chandler, il semble y avoir un projet. Oui, le projet du quai est loin d'être mort. On a des rencontres avec Transport Canada là, souvent, je dirais à tous les mois et demi. Donc, on a eu une à un moment donné. Là, ils ont proposé différents scénarios. On travaille là-dessus fort. Ça va être un réaménagement du quai, finalement. Est-ce qu'ils vont démolir une partie du quai, mais ils vont en faire l'approche, va être refaite. Puis nous, c'est un plan d'aménagement qu'on est en train de faire. Là. Quand le quai va être refait, c'est de planifier là, des espaces comme par exemple déplacer la marina. La marina, on sait qu'il y a un problème d'ensablement à tous les ans. Il faut sortir le sable de là. Ça amène là, ça va pas bien pour eux. Ça coûte cher également. Puis le problème d'ensablement va toujours rester là. Donc, si on peut déplacer la marina du côté du quai de Chandler avec la maison du maître de port qui est là, qui deviendra un poste d'accueil. Donc, on ferait un bel aménagement là. Les gens pourraient aller sur le quai comme avant, pêcher, puis fraterniser entre eux autres, là, puis l'été, les gens adorent ça. Donc, ça permettrait aux gens de revivre le quai de Chandler un peu, puis on serait très heureux là, que ce projet-là se réalise. Si j'ai compris, c'est que là, vous négociez le transfert du quai à la ville, à la municipalité, et que ce soit fait, qu'il soit réparé aux frais du fédéral. Absolument. Et le projet dont vous parlez, c'est conditionnel au transfert, c'est-à-dire ça prend le transfert d'abord et ensuite vous avez... Oui, absolument. Il va y avoir une virée sur le quai, un stationnement tout près. Donc, tout plein de choses là, qui vont permettre aux gens d'être près du quai pour pouvoir aller au quai, puis aller pêcher, puis aller avoir des activités là, extérieures au quai de Chandler. Dans le maire des mondes, là, le transfert du quai se ferait quand? On a des rencontres, là, que je vous dis, au moins au mois et demi. Donc, on devrait avoir une prochaine rencontre bientôt. À chaque fois, ça progresse, donc on espère que ça va être le plus tôt possible. OK. Et dernière question, vous lancez un message quand il y a une politique municipale sur les dons à venir. Pourquoi? C'est parce qu'on remarque que de plus en plus, nous, avant, on donnait, mettons, aux organismes, on donnait des tournois, le tournoi Pee-Wee, le tournoi familial, des activités comme ça. Mais là, il y a beaucoup de dons individuels qui est demandé. Puis, à un moment donné, on ne pourra plus répondre à toutes les demandes individuelles. C'est comme trop. Il y a un budget à respecter. Donc, si tous les gens demandent pour aller en voyage ou ces choses comme ça, on ne pourra plus. Là, notre politique va comprendre des règles strictes. On va donner, là, évidemment, on va encore donner des dons, mais ça va être plus structuré maintenant. C'est-à-dire que la multiplication fait qu'à un moment donné, il va y avoir des refus, là, quand même. À un moment donné, s'il y a trop de demandes, on ne pourra pas accéder à toutes les demandes. Parce que là, si on donne à tout le monde, s'il y a un enfant qui va à l'extérieur, il faut qu'on donne. Là, il faut qu'on donne à 2, il faut qu'on donne à 3. Si on donne à Tipierre, on donne à Tipol. Dans le fond, on pourrait être équitable avec tout le monde. Donc, on va faire attention un petit peu à ça, mais on va continuer à donner des dons, bien sûr, pour le sport et le loisir. Dernière question, cette politique, vous l'adopteriez quand? On va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Pour l'adopter, probablement, si ce n'est pas la rencontre du prochain mois, là, ça va être dans 2 mois. Merci, M. le maire. De plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière du 10 mars 2025, des sujets tels que le projet Parcomètre, l'agrandissement du cimetière et le tournoi novice de Grande-Rivière ont été abordés. Nous commençons tout d'abord par une mesure annoncée concernant la période avant affichage pour non-paiement de taxes. Nous avons appris que la Ville prévoit de réduire de 3 ans à 2 ans cette période. Voici les explications de Ken Moreau, directeur de la Ville, et du maire Gino Cyr. On va avoir des propositions à faire au conseil municipal par rapport à la taxation. C'est que avant d'être affiché présentement, on est une des rares municipalités qu'on étire là, la période de paiement, de non-paiement de des taxes municipales à 3 ans. Fait que ça va être de vous proposer au courant des prochaines semaines, avant la prochaine assemblée, un projet de règlement pour diminuer la période de 3 ans à 2 ans, avant d'être affiché pour taxes impayées. Ça, c'est sûr, certain que il y a l'autre chose aussi, là, à ce niveau-là, au niveau du taux d'intérêt qui est appliqué, là, il est assez élevé.
Puis on l'avait baissé de 2%. On l'avait baissé de 2%, mais il est haut assez aussi, là, tu sais. Puis peut-être, là, des fois, là, tu sais, c'est mieux que s'il y a un résiduel à payer sur le bâtiment, que ce soit l'institution financière qui finance, qui prend ça à sa charge. Puis souvent, ben, après 3 ans, mais je pense qu'après 2 ans, là, je pense que c'est le temps là, d'avoir une discussion pour entamer les démarches. Là. De ne pas attendre 3 ans. C'est une des raisons pourquoi. Puis les autres municipalités, c'est tout là aux alentours de 2 ans. Mais il y a aussi le risque qu'on expose la municipalité à faire en sorte que quand on permet la 3e année, c'est que s'il n'y a pas de règlement, ben, c'est que ça tombe dans les nus, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer il y a prescription sur le paiement de la 3e année. Donc, ça va être un sujet de discussion là, entre conseil municipal. C'est une décision qui doit être prise quand même assez rapidement. Ken Moreau a abordé le projet Parcomètre lié aux infrastructures de jeux pour enfants et aux haltes routières. La Ville ira donc de l'avant avec le 2e volet du projet. Il décrit ce qui a été réalisé jusqu'à présent, ce qui est prévu pour la suite et énumère les recommandations reçues. Ce soir, on va avoir une résolution, on va passer une résolution par rapport au projet Parcomètre. L'ensemble des municipalités avaient déjà déposé. On avait jusqu'à la fin février pour le déposer, mais on va faire une demande de dépôt tardif là, du projet pour le 2e volet, le volet 2, qui s'adresse encore une fois à nos infrastructures de jeux pour enfants ou de haltes routières, mais pour les secteurs qui étaient déjà prévus dans le rapport de l'URLS en 2023, puis qui avait été déposé en 2024 pour demande d'aide financière. Donc, la première tranche, c'était le 100 000 qu'on a appliqué sur la construction de la nouvelle halte routière. Le volet 2, c'est vraiment aux jeux. Puis, on avait aussi des recommandations, comme par exemple d'appliquer un pays tiède au fond là, de l'ensemble là, des secteurs où il y a des jeux en hauteur pour absorber le choc si jamais il y avait une chute d'un enfant. Fait qu'on avait dans le rapport, on avait une série de recommandations que on avait réglées en partie l'année passée, mais vu qu'on avait décidé de mettre l'ensemble du budget à la construction de la halte routière, on va donner le coup de barre cette année pour justement se mettre aux normes par rapport au rapport. Mais il y a aussi, tu sais, faut ajouter des choses, mais il faut en enlever aussi. Si on pense à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, on va avoir à prendre là, sous peu une décision par rapport au bateau, tu sais, le bateau qui est de bois. Fait que là, ben, tu sais, dans les demandes d'aide financière qu'on va demander à l'avenir pour les parcs à jeux, toutes les constructions de bois faites de façon artisanale, ce sera plus admissible aux demandes d'aide financière parce que ça dure pas dans le temps. Puis aussi, ben, c'est toujours un enjeu de sécurité au niveau des assurances vu que ça n'a pas été fait par un constructeur de modules de jeux accrédités. Donc, des fois, c'est plus difficile à passer par des assurances. Donc, le bateau, on a eu un rapport qui était pas très bon. On a fait des réparations temporaires l'année passée pour éviter qu'il y ait des blessures. Mais éventuellement, malgré que c'est une belle infrastructure qui était faite par M. Hotton dans le temps, présentement, ben, c'est un enjeu de sécurité dans ce parc-là. Il est également revenu sur la tenue d'une rencontre d'information concernant la demande de modification au règlement de zonage de la fabrique de Grande-Rivière en lien avec l'agrandissement du cimetière au nord de la voie ferrée. Donc ça, c'est un dossier qui est... Il n'y a pas 1 million d'informations, mais c'est bon de tenir la réunion d'information pour expliquer les étapes à venir là-dedans, puis de quelle façon est-ce que les gens puissent s'exprimer sur le projet. Donc on va devoir tenir en compte là, de l'opinion des résidents de la rue de la Source, de la rue du Carrefour et de la rue de Bellefeuille, que les 3 rues sont attenantes au nouveau site qui a été soulevé. C'est-à-dire que c'est un terrain qui a été acheté par la fabrique, mais avant d'aller de l'avant puis d'investir des sommes là-dedans. Donc, cette semaine, ça serait vraiment trop tôt pour la tenir, mais selon mon calendrier, le meilleur temps, mais ça va être à confirmer, le meilleur temps pour tenir cette consultation-là serait mercredi soir prochain, de la semaine prochaine, le 19 mars à 19h. Donc,
juste le temps de le confirmer, puis on va l'afficher sur notre site web, sur la page Facebook, pour inviter tout le monde. Ça va être un petit peu différent de l'invitation qu'on avait faite à la rue du Parc, là, parce que la rue du Parc, c'était un petit peu plus des invitations spécifiques à des voisins immédiats, tandis que cette invitation-là, ça va être faite à l'ensemble du secteur, qui sera éventuellement appelé à se prononcer sur le projet. Il n'y aura pas de lettres pour ça. Les gens ne recevront pas de lettres. Non, parce que là-bas, on avait fait des invitations. C'était pas mal court, le délai pour aviser les gens. Ça fait qu'on a collé une lettre sur chaque porte, puis où qu'on a rencontré les citoyens directement. Là, ça va être un petit peu plus difficile dans ce cas-là. La Ville a reçu une demande de participation à hauteur de 10 % dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, soit environ 328 000 $ pour les 19 unités de la rue des Carrières. Toutefois, elle préfère privilégier ses propres programmes. Voici les explications du maire. On a eu une correspondance aussi là, à propos, là, on avait été en CC. Suite à une décision qui a été prise là, par la SHQ, envoyée là, à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. C'était concernant une lettre d'annulation d'intention transmise dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique. Donc, pour faire suite à ça, c'est qu'il y avait eu une demande éventuellement que la Ville de Grande-Rivière devait participer à l'auteur d'au moins 10 % pour entamer des travaux de rénovation. On parlait d'un montant d'environ 328 000. Donc, cette lettre-là, on l'a reçue le 18 février, puis voici le contenu de la lettre qui est envoyée par le directeur général. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y avait des démarches à faire à ce niveau-là. Donc, monsieur, la présente est pour vous informer que la Ville de Grande-Rivière n'engagera malheureusement pas une participation financière de 10 % au projet cité en rubrique. Une analyse de ce projet de maintien d'actifs relève des coûts de travaux et une part de milieu très élevée. Présentement, l'ensemble des programmes d'aide financière de la SHQ, y compris ceux qui sont destinés à la création de nouveaux logements, ne sont pas modulés notamment en fonction de la taille des municipalités et de leur indice de dévitalisation. Cette situation freine de nombreuses initiatives et contraint la municipalité à privilégier les projets privés avec ses propres programmes de subvention et incitatifs financiers. D'ailleurs, une étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, commandée par la MRC Rocher-Percé, estime un besoin de 232 logements pour notre localité d'ici la fin 2026, parmi lesquels 105 unités sont destinées à une clientèle vulnérable. Notre objectif ultime est de répondre à l'ensemble des besoins en logement, toute clientèle confondue. Toutefois, les conditions actuellement offertes par le gouvernement du Québec, combinées à nos engagements financiers envers votre OMH, ne nous permettent pas de l'atteindre et nous obligent à faire des choix difficiles. Sachez que depuis 2018, le montant de la subvention municipale pour combler 10 % de déficit de l'exploitation de votre ensemble immobilier a grimpé de 25 %. De plus, malgré une augmentation de 65 % de la valeur foncière de vos immeubles en 2025, les taxes perçues, exclues les taxes de services à caduc, égouts sanitaires et matières résidentielles, sont inférieures à notre participation financière. Dans les faits, notre organisation assume un manque à gagner annuel d'environ 20 000 $. Sans minimiser l'importance d'offrir des logements sociaux de qualité aux bénéficiaires, il nous est difficile de motiver dans le contexte actuel l'ajout de cette nouvelle charge fiscale à l'ensemble de nos citoyens pour un projet de rénovation alors que la liste d'attente ne cesse de s'allonger. En conséquence, nous vous demandons de remettre à plus tard l'exécution des travaux de rénovation des 19 unités de logement de la rue des Carrières. D'ici là, nous demeurons ouverts à toute proposition gouvernementale qui favoriserait une relance de ce projet dans le respect de notre capacité financière. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées, signées par le directeur général, Ken Moore. Donc, je pense que c'est important de vous mentionner un peu l'état de situation parce que, comme vous le savez, c'est que si on s'engageait, on s'engageait à assumer un montant de 328 000. Puis, malgré les négociations
On a plusieurs municipalités qui étaient dans notre cas, là. Donc, on a reçu là, la lettre. C'est une raison pourquoi on a répondu. Donc, je pense qu'on va être reconvoqué à nouveau à ce sujet-là. Ce dernier a également précisé qu'il n'y aurait plus de référence aux travaux réalisés sous les anciens maires. Aussi, c'est que le directeur général m'a fait part à un moment donné qu'on avait eu une correspondance de M. Bernard Steven, maire, comme quoi qu'il demandait, là, comme quoi qu'on faisait plus référence là, à ces années dans le temps qui était maire. Donc, moi, j'avais jamais eu là, cette correspondance-là, mais je veux juste rassurer la population, c'est que c'est arrivé que j'ai rencontré M. Steven, puis on a discuté ensemble, puis effectivement, là, je vous fais part là, comme quoi que je ne ferai plus référence aux années inférieures à 2017. Donc, chaque maire a eu son mandat, chaque maire a eu ses bons coups, ses mauvais coups. Donc, je veux juste dire publiquement là, comme quoi là, que c'est du passé, donc je ne veux plus en revenir. Là. Je suis en temps mon deuxième mandat, c'est moi qui est maire présentement, donc j'ai pas à me référer là, à l'ancienne période que chacun a eu son moment de gloire. Donc, je voulais le dire publiquement là, à ce niveau-là. Carole Moreau, conseiller du district 2, a présenté une mise à jour sur le dossier du tournoi novice de Grande-Rivière qui risque d'être déplacé vers une autre ville de la région. Je vais revenir sur le tournoi novice, que beaucoup de monde se pose la question de qu'est-ce qu'il en est du tournoi novice. Alors, j'ai essayé de contacter le président de l'hockey mineur de la zone de Rocher. Et j'ai pu le rejoindre, mais j'ai passé par son CA. Le CA a fait le contact avec le président et il m'a rappelé. Et quand je l'ai eu à la ligne, j'ai demandé au président du hockey mineur ma première question. D'où vient l'idée de sortir le tournoi novice de Grande-Rivière? Là, il a gossé pour me donner sa réponse. Il a pris du temps, mais il m'a dit, Carole, on regardait avec Gaston Daniel s'il y avait possibilité de faire des activités ou un tournoi. Puis quand j'ai échangé à Grande-Rivière, j'en ai parlé avec l'ancien directeur des loisirs qui disait, lui, que supposément que si le hockey mineur décidait de garantir que le tournoi midget restait à Grande-Rivière, que lui, ça ne dérangeait pas de laisser partir le tournoi novice. Et j'ai dit au président de l'hockey mineur, première des choses, l'ancien directeur des loisirs n'avait pas le mandat de la table pour négocier, pour laisser partir notre tournoi novice. Et deuxième point, j'ai dit que le tournoi novice à Grande-Rivière était protégé par le hockey de la Gaspésie. Alors, personne ne peut venir chercher notre tournoi novice pour aller à une autre place. Et j'ai demandé de me rappeler pour faire une raconte, pour faire conclure ce point-là que tous les gens se posent la question, est-ce qu'on va avoir un autre tournoi novice l'année prochaine? Je vous garantis que nous, à la ville, je regarde le conseiller dans le loisir, puis le conseiller, même le membre du comité des loisirs, on ne signerait jamais un papier pour laisser partir notre tournoi de novice qui portait le nom d'Alexandre Leboutillier, un des grands bénévoles de la ville de Grande-Rivière, et aussi M. Adalard Méthode, qui ont travaillé corps et âme pour garder le tournoi novice à Grande-Rivière. Et c'est pas avec un petit dire qu'on va laisser notre tournoi novice aller. Alors, je vous reviens là-dessus aussitôt qu'on va avoir une rencontre avec le président de l'hockey mineur ainsi que la Fédération de hockey de la Gaspésie. C'est tout, M. le maire. Dans le contexte que nous, la ville de Grande-Rivière, comme vous le savez, étant donné qu'il y a 3 amphithéâtres là, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, puis étant donné que le Gascon avait fait là, un investissement dernièrement, là, puis c'était pratiquement le seul complexe qui n'avait pas d'activité. Que nous, c'est une des raisons pourquoi on a ouvert là, avec l'ensemble des partenaires de participer à une rencontre de discussion pour voir les possibilités dans lesquelles qui peut être offert là, à la municipalité de Port-Neuf-Gascon. Il y a d'autres alternatives qui peuvent être offertes. Je comprends là, aussi la position du conseiller secteur 2 là, de maintenir le tournoi ici, mais je pense qu'on va le faire d'une façon là, démocratique comme qui a été proposé. Donc, dans le cadre de la dernière rencontre, il a été demandé au directeur général de planifier cette rencontre-là. Puis M. Moreau, vous êtes là, délégué là, à participer à cette rencontre-là en compagnie du conseiller en loisirs
Puis au besoin, je me rejoindrai à la rencontre, là, mais je pense que c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on est rendu? Oui, puis M. le maire, moi, j'ai dit au président d'Hockey Mineur aussi que si Gaston Port-Daniel voulait avoir un tournoi, qu'il y avait un très beau tournoi à faire. On a eu un projet pilote cette année au tournoi midget de Grande-Rivière avec les 21 ans et moi. Alors, il pourrait faire un tournoi atome comme qu'il y avait déjà eu à Port-Daniel. Dans le temps, et intégré avec les 21 ans et moins. Alors, les jeunes atomes pourraient jouer le jour, et le soir, à partir de 17h, les 21 ans et moins pourraient jouer. Ça ferait un super beau tournoi. Je pense que le tournoi-là marcherait très bien à Gascon-Port-Daniel. Plusieurs activités sont prévues ce mois-ci au Salon Mada. Lucie Nicolas, conseillère du District 4, nous les présente. C'est les rencontres qui vont avoir lieu au Salon Mada. Jeudi le 20 mars, de 11h à 12h30 à la salle de conférence de la caserne Incendie, au 139 rue du Parc, à Grande-Rivière. Il va y avoir une conférence webinaire de sensibilisation sur les fraudes. Ensuite, le lundi 31 mars, de 10h à 15h, à la Caisse populaire du littoral gaspésien de Grande-Rivière, la Sûreté du Québec sera sur place pour répondre à toutes vos questions. Pour l'automne 2025, les invités à venir, les différentes compagnies offrant des bracelets alerte en conférence webinaire, des ateliers de formation concernant les pages web de nos institutions financières de notre MRC Rocher-Percé, soit la Caisse populaire des Jardins, la Banque nationale et la Banque royale. Il va y avoir aussi la Société d'assurance automobile du Québec qui offre une mise à jour sur nos connaissances en conduite. La session hiver 2025 se terminera vendredi le 21 mars 2025. La session d'automne, toujours à 10 semaines, reprendra à la fin septembre 2025. Bienvenue à tous. Enfin, Gino Cyr a rappelé que les citoyens souhaitant demander une révision de leur rôle d'évaluation ont jusqu'au 30 avril pour le faire. Nous avons aussi appris que le poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a été pourvu et sera occupé par Jennifer Alain-Meunier, qui entrera en fonction le 24 mars. C'était vos échos du Conseil de la Ville de Grande-Rivière du 10 mars 2025. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Samedi 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Avec toutes les politiques injustes et inhumaines mises en place par le président américain Donald Trump et Elon Musk, Nathalie Clément et Véronique Gagnon-Pelletier, membres de Mères au front, ont organisé une manifestation sur le quai de Percé. Cette action était nécessaire pour montrer que les femmes, mais aussi les hommes, ne se laisseraient pas intimider. Ça s'imposait. Je pense qu'il fallait qu'on réagisse et puis qu'on se rassemble pour nos filles, pour nos enfants. C'était important que quelque chose se passe, qu'on sente que la communauté se rassemble et on réfléchisse et on fasse le silence pour intégrer ce qui se passe dans le monde. On est dans un climat sociopolitique qui fait en sorte qu'on ressent tous et toutes une grande inquiétude. On vit l'anxiété est omniprésente et on pense que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de sortir de chez nous, de ne pas rester figé par la peur, de se rassembler et qu'en étant solidaire, déjà, c'est ça, on quitte cette crainte-là qui nous habite. Elles se sont jointes à une quinzaine d'autres villes à travers la province.
Organiser cette action à Percé était d'autant plus symbolique en raison de sa position géographique, le dernier village à l'est du Québec. Cela permettait de montrer que tout le Québec se tient main dans la main. C'est un symbole, le rocher percé. C'est la force, c'est la résistance. C'est dans notre village, c'est un symbole incroyable de résistance et de force. Et on est la dernière ville, si vous voulez, avant de traverser outre-Atlantique. On est à l'extrême est du Québec. Donc, symboliquement, je pense que ça s'imposait. Et aussi, c'est le fait d'être... nous, à Percé, mais parmi toutes les autres personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui pour former la même chaîne humaine. Donc, ça fait une grande chaîne de solidarité à la grandeur du Québec aujourd'hui. Plus de 50 personnes étaient présentes ce matin-là pour observer 8 minutes de silence et former une grande chaîne humaine devant le rocher percé. Nathalie Clément et Véronique Gagnon-Pelletier sont fiers de la solidarité des gens d'ici. Les gens ici, vous savez, à Percé, ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des gens qui sont solidaires et ce petit village est très impressionnant. Nous sommes très heureuses que les gens aient répondu à l'appel et soient venus se joindre à nous aujourd'hui. Elle lance le message que faire entendre nos voix n'est jamais inutile. On ne doit pas rester seul à la maison à vivre de l'angoisse quand on voit des mauvaises nouvelles. Il faut sortir, il faut en parler, s'organiser et je pense qu'ensemble, on est capable de changer des choses et de faire entendre nos voix. C'est jamais quelque chose d'inutile. Ensemble pour nos filles? Ensemble pour nos filles! Nous sommes le C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Le Premier ministre François Legault a annoncé un programme d'aide financière pouvant atteindre 50 millions de dollars par entreprise sur 12 mois pour aider les entreprises québécoises à faire face aux droits de douane américains. Ces prêts, remboursables sur 7 ans avec un moratoire de 24 mois, visent à ajuster les modèles d'affaires et les chaînes d'approvisionnement. Monsieur Legault estime que jusqu'à 160 000 emplois sont menacés et encourage les entreprises à solliciter Investissement Québec. Par ailleurs, les entreprises américaines seront pénalisées dans les appels d'offres publics et la SAQ devra retirer les produits alcoolisés américains de ses rayons et de la distribution. À l'aube de sa 16e année, la certification Fourchette Bleue adopte une nouvelle méthodologie scientifique pour mieux encadrer la sélection d'espèces marines comestibles du Saint-Laurent. Créée en 2009, cette certification vise à promouvoir les saveurs locales tout en protégeant la biodiversité. Désormais, les espèces ayant un faible rendement en chair pourront être incluses si elles sont comestibles et respectent 2 critères. Leur biomasse doit suffire à supporter la pêche commerciale et elles ne doivent pas être en péril selon le COSPAC. L'Éco-Guide 2025 réintroduira aussi certaines espèces commercialisées, reflétant l'évolution des pêcheries et des écosystèmes. Les citoyens de la Martre, qui attendent depuis 25 ans l'accès à l'eau potable, pourraient devoir payer eux-mêmes pour des fouilles archéologiques nécessaires avant les travaux de raccordement. Le village repose sur un site d'importance nationale, vieux de 10 000 ans, où de nombreux artefacts ont été découverts. L'historien Jean-Marie Fallu dénonce que les coûts des fouilles sur les terrains privés soient imposés aux citoyens, alors que le gouvernement assume ceux sur les terrains publics. Il demande au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, de modifier la loi afin que ces frais ne soient pas supportés par une population déjà fragilisée économiquement. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Régime,
réfléchit à imposer une taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer ses activités, faute d'obtenir de Québec une hausse de la taxe sur l'essence. Depuis 2012, une taxe d'1 cent le litre permet de récolter entre 1,3 et 1,5 million de dollars par an, mais ses revenus diminuent en raison de la baisse de consommation d'essence et de la hausse des véhicules électriques. Pour maintenir ou améliorer les services de transport collectif, la Régime cherche de nouvelles sources de revenus et la taxe sur l'immatriculation apparaît comme une option sérieuse. Développement économique Canada accorde 2,8 millions de dollars pour soutenir 14 projets en Gaspésie, répartis à parts égales entre prêts remboursables et subventions. Parmi les bénéficiaires, le Lièvre et le Moignan reçoit 285 000 dollars pour moderniser ses équipements de transformation du Crabe des Neiges. Le Club des sportifs de Petite-Vallée obtient plus de 193 000 dollars pour aménager des sentiers multi-usages et Événements Gaspésia reçoit 136 000 dollars pour organiser des événements sportifs et développer de nouvelles courses. Enfin, l'entreprise Bébé, Cuma Break, obtient près de 100 000 dollars pour créer une nouvelle gamme de plaquettes de frein. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, souhaite que le Québec profite des opportunités offertes par les Pays-Bas dans le domaine des minéraux critiques. Elle a signé une entente de collaboration avec ce pays, reconnu pour son expertise en transformation, recyclage de minéraux et capacité à attirer des investissements. Selon la ministre, cette entente permettra au Québec d'accéder plus facilement au marché européen et de renforcer sa résilience face à la Chine. Responsable de la Gaspésie, elle croit aussi que la région peut jouer un rôle clé, notamment grâce au projet de cuivre de Murdockville. Il s'agit de la deuxième entente de ce type signée par le Québec, après celle conclue avec la France en 2023. Les Pays-Bas sont un partenaire commercial majeur pour le Québec, se classant 3e destination européenne de ses exportations et 8e client mondial en 2023. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.